la gravité comme un phénomène électrostatique pour les engins terriens et pour tous autres engins venant de l'espace, surtout bien cachés aux yeux du public. Bien que d'autres engins volants puissent avoir la forme d'une soucoupe, s'ils ne sont pas propulsés par l'électricité, ils ne sont pas plus des soucoupes volantes qu'un char à bœufs ayant exactement la forme d'une automobile n'est une voiture. Les vaisseaux de type Adamski étaient des fabrications complètes, des photographies d'une mangeoire à poulet. Adamski était payé par la CIA, et ses allégations étaient de la désinformation. En outre, il existe de nombreuses façons de créer des canulars. Par exemple, il est facile de suspendre un modèle à un ballon, au moyen d'une fine ligne de pêche en nylon, avec un appareil photo hors champ, et de produire une photographie convaincante. Soyez réaliste. La réalité est indubitable dans certains cas. Grâce à des observations en 1953, qu'une théorie secrète de la physique de la gravité était impliquée dans la technologie des soucoupes volantes. Aujourd'hui, plus de 45 ans plus tard, la cause sous-jacente de la gravité est toujours supposée être un mystère. Les gens continuent dans l'ornière du relativisme, en blablatant sur Einstein, mais Einstein n'a jamais expliqué la gravité. La vérité, comme la créativité, exige du courage. Les lâches scientifiques continuent de céder à l'imposture trilatéraliste. Depuis 1950 environ, les auteurs de manuels scolaires ont suivi les ordres secrets du gouvernement, nous aidant à oublier certains faits, aujourd'hui, peu connus, autrefois enseignés avec la loi de Newton sur l'accélération des corps. Les révisionnistes de l'État fasciste ont dissimulé la vérité scientifique sur la gravité comme un secret de sécurité nationale. En 1942, le FBI a mis sous séquestre toutes les informations connues relatives à la compréhension scientifique de la gravité, au contrôle électrique de la gravité ou à l'énergie libre, dans la mesure où elles pouvaient concerner la technologie des soucoupes volantes. En conséquence, le même CFR et les Illuminati qui contrôlaient Wernher von Braun et les nazis, dans le projet Page 2 de Los Alamos en 1936 et 1938, contrôlaient également notre FBI pour dissimuler les secrets des soucoupes volantes. Ils ont réécrit la physique théorique, effaçant les plus grands moments de l'histoire scientifique de l'humanité. Peut-être que lorsque notre peuple sera réduit à l'état de ploucs ignorants et dépourvus de science, nous aurons la sécurité nationale, et seule la NSA, le CFR, la Commission trilatérale, les Bilderberger et les Illuminati, tous identiques, posséderont la véritable connaissance scientifique. Ce que les Rosicruciens Illuminati appellent la sagesse des âges, est, en fait, une collection de secrets scientifiques et non mystiques volés et dissimulés. De telles connaissances sont découvertes par des génies individuels, trompés en pensant qu'ils rendent service à l'humanité, mais qui, au contraire, font involontairement des recherches pour les rats de la Commission trilatérale Illuminati, qui voleront et cacheront ces trésors de la postérité et les utiliseront pour asservir l'humanité. Après tout, disent les rats, puisqu'une industrie pétrolière saine est essentielle à la défense nationale, protéger Bitcoin au détriment de la liberté et du progrès scientifique, économique et social, est dans l'intérêt de la sécurité nationale. Puisque la société n'est pas prête pour la soucoupe volante, ils ont décidé, sans notre consentement, qu'un tel secret était une scène politique publique. Après tout, comment Guilfoyle pourrait-elle continuer à produire et à vendre de l'essence et du diesel à un profit équitable, si l'on pouvait voler des milliards de kilomètres avec un galon, avec des inventions telles que la soucoupe volante à la disposition du public? L'économie serait anéantie, oui, l'économie serait anéantie, ont-ils dit, au moins pour la commission trilatérale. Pendant ce temps, notre gouvernement aidait les fascistes à prendre un contrôle plus ferme du système, dans l'intérêt de la sécurité nationale. Témoignage de William, au Nouveau-Mexique, en 1967, des croquis de système de contrôle de soucoupe volante,
comportant 12 grilles directionnelles, correspondant à 12 divisions incrémentales de 30 degrés de la boussole. Comme il l'avait supposé à partir de ses observations des années 1950 de soucoupes volantes naviguant dans le ciel nocturne au-dessus de son jardin dans l'ouest du Texas, cette observation allait être corroborée plus tard, du moins pour les premières soucoupes. En 1973, au Santa Fe Ski Basin, cette personne a rencontré par hasard des amis, connus à l'époque de l'Université de Toronto et qui avaient appartenu à l'OSO, Organisation of Students of Objectivism, un club de philosophie auquel il appartenait et qui étudiait la littérature et la philosophie d'Ayn Rand, après son retour d'un voyage en Europe au cours duquel il avait embarqué sur le Kraljevica, un navire de la Jugolinea. Il a été plutôt stupéfait de rencontrer deux jeunes femmes qui étaient agents de la CIA. Une d'elles a dit « Nous sommes autorisés à vous offrir le poste de MB Wood, à condition que vous retourniez auprès de votre femme, vous auriez pu me renverser avec une plume. » Wood était le cadre de la CIA que j'avais rencontré à Austin, au sujet du corps de la paix. Williams a refusé l'offre. C'était étrange de découvrir qu'une femme qu'il fréquentait depuis 2 ans était en train de se renseigner sur lui auprès de la CIA. C'était aussi ironique de proposer un poste du même employé de la CIA que celui qu'il avait rencontré au sujet de JFK et du PA Score. Pour rendre la chose encore plus étrange, l'offre venait de George Bush, le nouveau chef de la CIA, qu'il avait rencontré et avec qui avait discuté lorsqu'il rendait visite à sa cousine germaine, Patsy, qui avait été sa secrétaire particulière pendant 5 ans, dans son bureau de la Tidewater Oil Company, dans le Nellie Esperson Building, à Houston. Il a fallu un certain temps pour démêler toutes les pièces de ce petit incident. L'agent X de la CIA était la cousine germaine de la femme du cousin germain de sa première femme. La femme de ce cousin était la sœur d'un Texas Ranger, maintenant à la retraite, qui vit actuellement à Santa Fe. Ce ranger avait tiré sur sa deuxième femme le long de la route 285, en octobre 1983, pour lui faire peur. George Bush venait de prendre la tête de la CIA. La petite amie avait des relations commerciales avec Bush, en tant qu'un des propriétaires d'une grande compagnie pétrolière. Et pourquoi la CIA a-t-elle essayé de le corrompre et de le contraindre à revenir avec sa première femme? George Bush et le père de sa première femme étaient des copains de cul, à l'époque de Bush, dans les années 1950, à Odessa, au Texas. À partir du commandement de George Bush à la CIA, les problèmes ont commencé à la attisés par la CIA. Afin de le motiver à accepter leur offre, le problème a continué pendant plus de 17 ans. William découvert par la suite que les amis de l'OSO étaient des stagiaires de la CIA, qui avaient été envoyés dans leur club pour les espionner et apprendre à penser. La CIA nous avait secrètement utilisés comme un groupe de réflexion de substitution. Quelques mois auparavant, la reine du pétrole de la CIA m'avait fait cadeau d'un exemplaire de 11 Cent Future King de T.H. White, et n'a jamais su ce qui était prévu, jusqu'à ce qu'il se souvienne de la partie où le roi Arthur va simplement vaquer à ses occupations. Malgré les ragots embarrassants de la cour causés par les agissements de Lance et Guenièvre, en se remémorant la reine du pétrole, toujours étonné des confirmations qu'il avait obtenues d'elle. Concernant les inventions de Nikola Tesla et sa soucoupe volante, héritière d'une grande fortune pétrolière avec de très hautes relations, elle était au courant des questions énergétiques qui intéressaient les intérêts pétroliers. L'invention de la soucoupe volante par Tesla, les découvertes sur l'énergie libre et le carburateur à 100 miles par gallon de Tomogle. En 1975, William a recherché des méthodes alternatives de production d'énergie, en partant du principe qu'une énergie inépuisable peut être obtenue à partir de l'environnement, car l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement changer de forme. Comme il conçoit l'univers comme un processus perpétuel de mouvement, d'énergie, sans fin comme la règle et non l'exception, son objectif était de découvrir des moyens de tromper la nature pour qu'elle produise de l'énergie gratuite.
Cela impliquait de rassembler, de concentrer et de canaliser une partie de l'infini mouvement perpétuel de l'univers, à travers le travail qu'il voulait en faire. William a finalement mis au point ce qu'il appelle son « système triaxe ». En 1976, environ, il reprit ses recherches d'enfance en sciences nucléaires, électricité et magnétisme, commencées en 1947, à l'âge de 9 ans, en 1978. Il avait accumulé beaucoup de matériel et de connaissances sur l'œuvre de Nikola Tesla, enfant, le père de son voisin, Helmut Schlosser, un réparateur d'appareils électroniques autodidacte, lui parlait de Tesla, son inspiration d'enfance. Alors qu'il grandissait dans le territoire de Cimarron, il lui dit que la soucoupe était une invention de Tesla. Beaucoup de matériaux ont été donnés afin d'utiliser ses expériences sur l'électricité et le magnétisme. William prit les barres de fer doux des fenêtres des baraquements du camp de prisonniers de guerre allemand de Roswell, a utilisé ces barres dans ses expériences sur le magnétisme et l'électricité. Certaines des choses qu'il a découvertes semblaient défier les lois acceptées de l'électromagnétisme. Il avait toujours supposé que Tesla avait effectivement inventé la soucoupe volante. En raison de la façon dont le gouvernement et les trilatéralistes avaient pratiquement rayé sa grandeur de l'histoire, en 1979, il avait plusieurs bobines Tesla opérationnelles et recherchait des matériaux dans des tas de ferraille de Los Alamos, Albuquerque et Santa Fe, pour les utiliser dans une multitude d'expériences. C'est à cette époque que nombre de ces nouvelles inventions et redécouvertes ont vu le jour. En 1979, alors qu'il parcourait un marché aux puces de Santa Fe, il a rencontré Avijo de Peugeot qui essayait de vendre une vieille boîte en bois qu'il avait fabriquée en 1937 pour transporter des outils derrière la cabine de sa camionnette Ford Model A. Sur le couvercle de la boîte, il avait écrit « Je ne peux pas me permettre d'utiliser des outils ». Sur le couvercle de la boîte, il avait gravé, dans le style folklorique du Nouveau-Mexique, une carte montrant Los Alamos, Pojoac, avec un panneau ZIA autour, et la route non pavée menant à l'autoroute, avec la Los Angeles, dans un sens, et NY, New York City, dans l'autre sens. La date, 1937, était indiquée, ainsi que le nom du projet, page 2, dans lequel il était employé à Los Alamos. Le symbole du projet, un triangle avec un point en son centre, est également affiché. Il s'agissait d'un projet scientifique dirigé par Wernher von Braun. Le vieil homme a dit qu'après que le projet ait été fermé et déplacé, à la fin de 1937, il n'a jamais été réengagé lorsque le nouveau projet, le projet Manhattan, a été lancé en 1942. Williams savait à l'époque que le triangle avec un point en son centre était « l'œil qui voit tout » de Bell, Raudieu, que c'était un symbole maçonnique et qu'il figurait sur le billet d'$1. Il était enclin à acheter la boîte à l'époque, non seulement par curiosité, mais aussi pour une raison obsédante dont il n'était pas encore pleinement conscient, mais il ne l'a pas achetée parce qu'il était à court d'argent à ce moment-là. 1937 était un peu tôt pour quelque chose de scientifique à Los Alamos. Le projet Manhattan a débuté fin 1941, début 1942. Notre gouvernement était un allié de l'Allemagne, jusqu'à l'invasion de la Pologne en 1939. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il se rend compte de son erreur en omettant d'acheter la boîte. Quelque part à Pojoac ou à Santa Fe, il y a peut-être encore une vieille boîte en bois sculptée à la main qui ressemble à celle-ci. La semaine suivante, il comprit la signification de la sculpture. Au sommet de la pile se trouvait un appareil de navigation du type que Williams utilisait par les premières soucoupes. Le tas entier n'était pas le matériel habituel pour l'achat, alors il a demandé à Mark King, le fils du propriétaire, qui était aussi un de mes amis, ce qu'il devait avoir pour l'appareil. Il a répondu « Oh, environ 750 ». Son sœur s'est effondrée. 750 $, c'était bien au-delà de son budget. Williams demande « 750 $, Mark a répondu « Non, 100 pour toute la pile ».
Williams n'a pas perdu de temps pour ramasser les articles et payer Mark. Avec un grand merci, une poignée de main, un sourire et $750. De retour chez lui, il examine de plus près l'appareil, fabriqué en 1943 par Lees. En Allemagne, l'étiquette sur l'appareil était la suivante: Peltochter Kompass, KT page 2 Ryanair, 127 à 178 Eilenforders, FI 23 374 Werkener 10 143 Erstele, GVY. Il y avait encore le page 2, KT page 2, était le nom de code de Kreiseltele, en allemand, pour soucoupe tournante, et page 2 désignait, selon les dessins de Tesla, soit de plaques, soit des potentiels, soit des primaires. L'appareil de 1943 était équipé d'un moteur de 6 volts pour entraîner une couronne dentée marquée par des cloisons de 30 degrés, autour d'un disque intérieur à couplage électromagnétique. Un bouton de sélection au centre de la face était utilisé pour tourner manuellement un pointeur vers la direction de vol souhaitée. Il y avait 14 points de contact sur le fond, dont 2 fournissaient du courant continu au moteur. Le moteur faisait tourner la bague extérieure de la boussole à engrenage jusqu'à ce qu'elle indique le bon cap de vol, en fonction des informations transmises par le gyrocompamètre, orienté vers le pôle nord de la Terre. Auquel cas le moteur s'éteignait automatiquement. Ce dispositif était la moitié d'un système de navigation inertielle ou céleste. Ce dispositif à commande manuelle présupposait le compamètre, gyroscope, et la propulsion électromagnétique. En 1943, Williams avait observé une soucoupe volante de près, en 1953, et son père avait été retenu pendant au moins un quart d'heure par un autre grand vaisseau-mère, en forme d'œuf et d'environ 61 mètres de long alors qu'il quittait le Wheelan, au Texas, la nuit du 2 novembre 1957, qui planait à quelques pieds seulement au-dessus de sa voiture, tuant son moteur et éteignant ses phares. Les vaisseaux de 1953 et 1957 ont tous deux émis des décharges électriques coronales rendant une boussole ordinaire inutile. Le vaisseau de 1953 était manifestement désorienté, et ses pilotes surpris de constater qu'il planait au-dessus de notre ville. Ils ont donc utilisé leur boussole Peltochter Kompass relativement primitive pour déterminer le bon cap et rentrer rapidement à leur base le long de la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Texas, entre Ft. Bliss et White Sands Missile Range, où Ernest von Braun avait amené le projet allemand d'après-guerre KT, page 2. Le Peltochter Kompass avait des partitions de 30 degrés, identiques au virage progressif de 30 degrés des soucoupes volantes qu'il avait vues dans le ciel nocturne. De 1949 à 1953, il a été conçu pour être monté horizontalement, avec des caps périphériques de 360 degrés, indiquant un vaisseau rond, qui se déplaçait dans 12 directions. Des photographies du Peltochter Kompass, ci-dessus, figure 1, vue de dessus étalonnage du cadran et de la face fluorescente, avec 12 incréments périphériques de 30 degrés, avec le gyrocompas principal étalonné au nord vrai avant le décollage. Les sélections directionnelles sont effectuées avec le cadran lu sur le Peltochter Kompass, figure 2 de point vue arrière horizontale. Étiquette et réceptacle en bas pour la fixation du câble de commande avec 14 points de contact, y compris l'alimentation du moteur 6 volts et 6 polarités bidirectionnelles, interconnectés au Master Kreisel Kompass. Des interrupteurs haute tension appropriés sont automatiquement activés par des paires opposées de 12 contacts. Figure 3, vue en perspective. Figure 4, photo de 2 formes de bobines d'accord Tesla haute tension en bois. Bobine manquante, provenant de la récupération du laboratoire scientifique de Los Alamos, LASL, vers 1978. 12 incréments de 30 degrés sur une forme crantée primitivement fixée par un vieux loquet de fenêtre parmi les objets récupérés dans le vieux BAM de la zone la plus ancienne du laboratoire. L'examen de la patine, des matériaux, des vis, des écrous, des boulons et d'autres éléments de quincaillerie indique une construction datant d'environ 1900.
Apparemment retravaillé dans les années 30 pour adapter des roulements à billes automobiles, l'écriture sur ces pièces correspond à celle de Nikola Tesla, faisant probablement partie d'appareils électriques provenant des expériences de Tesla à Colorado Springs, transportés vers le sud à Los Alamos pour être utilisés dans le projet Illuminati page 2 de Von Braun en 1936-1938. Le personnel du laboratoire ignorait probablement leur origine ou leur utilisation au moment où ils ont été mis en vente. En 1978, Williams savait que le général Patton, lors de sa chasse aux soucoupes, en 1945, avait reçu l'ordre de détruire 200 des systèmes de navigation céleste qu'il avait trouvés dans une grotte de sel, profondément sous le complexe de Penmad. Tesla avait développé et testé en vol un tel système de navigation en collaboration avec la Sperry-Gyroscope Company en 1917. L'appareil qu'il a vu sur le tas de ferraille répondait à tous les critères de l'appareil qu'il savait qu'il devait exister, et il a été fabriqué en Allemagne, par Lees, le 1er octobre 1943. Comme il avait discuté de l'appareil avec plusieurs personnes, la sécurité de la base de Sandia a rapidement appris de sa présence. Dans le cadre de leur enquête, ils sont allés voir Mark, qui leur a dit qu'il l'avait acheté à un type qui apportait habituellement des objets remis à la récupération par la base Sandia. Ils ne pouvaient pas confisquer l'appareil, car il y avait un acte de vente, et Mark en avait un aussi. Mark a raconté plus tard que les agents de la CIA lui avaient dit que l'employé de Sandia avait volé la pile d'objets de récupération classifiés et la lui avait vendue. L'employé a été placé sous surveillance, pris en flagrant délit de récidive et envoyé en prison. Confisqué le Peltosh Terre Compass, car il aurait violé une règle de sécurité interdisant de confirmer que quelque chose est classifié. Le personnel de sécurité a également violé cette règle lors de ses discussions avec Mark. Le compas de Peltosh T faisait partie d'une soucoupe volante électropropulsive allemande datant de la Seconde Guerre mondiale, sinon, il n'aurait pas été classé, car sa conception était obsolète. Sinon, on peut se demander à quel point l'Amérique était en retard. Dans un premier temps, il n'a pu que documenter ce qui n'était pas. Aucun appareil de ce type ne devait être trouvé dans un catalogue d'appareils de navigation ou d'équipements connexes allemands connus de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils soient nautiques, aéronautiques, électroniques ou automobiles. En outre, ils devaient être montés horizontalement. Le gyroscope mètre conservait son orientation par rapport au pôle nord de la Terre et transmettait cette information au compas esclave, qui était le dispositif de navigation central utilisé pour contrôler les soucoupes électropropulsives du premier type. Ces lâchetés provenaient d'une des soucoupes allemandes amenées au Nouveau-Mexique en 1945. Dans le cadre de l'opération Paperclay, en 1960, il connut une jeune Allemande nommée Gertrude Thom, dont le père, valet de chambre d'Hitler, avait été libéré par les Russes plus tard dans l'année. Thom n'était même pas mentionné par les autres historiens. Lors de sa libération par les Russes, la presse n'a pas été autorisée à l'interviewer. Il a immédiatement été emmené par des agents des services de renseignements allemands et américains, qui n'ont autorisé Thom à s'adresser à la presse que plus tard. En leur présence, à partir d'une déclaration préparée, le Führerbunker de Berlin, entièrement conçu par Hitler, comportait une tour inachevée s'ouvrant sur le ciel au sommet. Avec une plateforme d'atterrissage, la tour était directement accessible par un escalier privé depuis le couloir situé juste à l'extérieur de l'appartement d'Hitler. Au niveau le plus bas du bunker, le couple a été secouru vers le lever du soleil, le 29 avril 1945, par la pilote d'essai de soucoupe volante Anna Aretz chez l'expert en vol et navigateur Hans-Ulrich Rudel, qui avait effectué de nombreux vols vers Feuerland, terre de feu. Les Russes sont entrés dans le bunker 2 jours plus tard, juste avant minuit, le 2 avril 1945, tout en étant pris à partie sur la survie d'Hitler. D'autres informations documentées lui sont parvenues, concernant le fait que, non seulement Reinhard Geland, le chef de la division RSHA,
VI de la Gestapo, a été emmené à la CIA, mais aussi son complice, Heinrich Müller, chef de toute la Gestapo. Une chose est sûre, si Reinhard Heydrich, l'architecte de l'Holocauste, n'avait pas été assassiné en Bohême, en 1942, la CIA l'aurait très certainement engagé, et naturellement, l'aurait caché, tout comme elle a caché ses engagements de Jolland et Müller pendant plus de 40 ans, ce spectre nazi nous hante au présent, avec des histoires de Yougoslavie. Quand on raconte tous les grands mensonges de l'histoire que nous connaissons déjà, et l'histoire officielle commence à ressembler à des événements mis en scène et scénarisés à l'avance, avec la coopération totale des dirigeants de toutes les parties, pour produire une certaine fin prévisible. À quoi servent les Nations Unies si elles sont totalement impuissantes à mettre fin aux querelles ethniques et religieuses et aux massacres en Yougoslavie, l'OTAN, devenant finalement les crocs dénudés du masque, du NWO, tout ce que l'OTAN peut faire, c'est détruire beaucoup de biens immobiliers et créer une hystérie de masse qui ne produit rien d'autre que plus de souffrance, de mort et la destruction de l'économie des pays européens les plus pauvres, tout en enrichissant les fabricants de l'industrie de guerre. Comme indiqué dans une esquisse biographique de Nikola Tesla II, dans la partie pertinente, pendant longtemps, les peuples slaves, qui, après la bataille de Kosovo-Bjolj, au cours de laquelle les Turcs ont vaincu les serviteurs, se sont retirés aux confins des actuels Monténégro, Dalmatie, Herzégovine et Bosnie, et borderland de l'Autriche, ont su ce que c'était que d'avoir affaire, comme nos pionniers occidentaux, à des ennemis s'acharnant sans cesse contre leurs frontières, et les races de ces pays, par leur lutte acharnée contre les armées du croissant, ont développé des qualités notables de bravoure et de sagacité, tout en conservant un patriotisme et une indépendance inégalés dans aucune autre nation. Note. Une partie des informations suivantes, celle relative aux sous-marins volants, n'est pas présentée comme un fait prouvé, mais comme une possibilité. Étant donné les nombreux faits suggestifs et les faits mystérieusement manquants entourant la disparition du super porte-avions allemand, le Graf Zeppelin, ainsi que d'autres observations bien documentées des ovnis en forme de cigares. Avant la guerre, les nazis étaient à la recherche de nouvelles idées, expérimentant et construisant diverses armes et engins non interdits par le traité de Versailles. L'un des principaux entrepreneurs dans ce domaine était le comte, Graf Ferdinand von Zeppelin. Il y a eu un total de 3 vaisseaux importants nommés le Graf Zeppelin, le LZ-127, 237 mètres de long, mis en service en 1928, menacé à Francfort, le LZ-130, terminé à Friedrichshafen, vol d'essai le 14 septembre 1938, dernier vol le 22 août 1939, menacé à Francfort, et le Super Zeppelin de 305 mètres de long, le LZ-131, dont le travail a été prétendument arrêté au début de la guerre, 1939-40. Les LZ-127 et LZ-130 ont été démantelés et, le 6 mai 1940, leurs 2 hangars à Francfort ont été cérémonieusement dynamités à l'occasion du 2e anniversaire de la catastrophe du Hindenburg. La destruction plutôt insensée de 2 grands dirigeables et de leur hangar à Francfort semblait avoir été calculée pour convaincre le monde que le programme nazi de dirigeables et le Super Zeppelin également avait été abandonné, démantelé ou détruit. Détruit, une grande cérémonie pour cacher quelque chose d'important. Qui plus est, une connaissance de Francfort a dit que les hangars sont toujours là. Un marchand de légumes a raconté qu'une nuit, dans les années 1980, alors que lui et sa fille se rendaient de l'aéroport d'Albuquerque à leur maison de Santa, ils ont été suivis tout au long du trajet par un vaisseau en forme de cigare qui a volé non loin de leur voiture. Ils ont bien vu le fond, décrit comme ressemblant à une vieille coque de navire en fer rouillé, avec des rivets. Il y avait une ligne de hublots le long du fond, comme un dirigeable,
et il pouvait entendre le bourdonnement d'un moteur diesel. Concernant le super porte-avions de 305 mètres de long, dont la construction avait été commencée juste avant la guerre et abandonnée, et qui s'appelait le Graf Zeppelin, c'est dans les services de renseignement de l'armée de l'air qu'il parlait de ce super navire dans un livre sur Patton. Le Graf Zeppelin avait une coque en acier inoxydable de 30 cm d'épaisseur, et apparemment, il aurait coulé dans la mer du Nord où qu'il avait été démantelé. L'existence d'un super Zeppelin en tant que prétendu dirigeable est documentée dans le livre de Toland et en tant que porte-avions, est documentée dans une histoire navale de la Seconde Guerre mondiale par Kegan. Les deux versions mesuraient 305 mètres de long, ont toutes deux été abandonnées au début de la guerre, ont toutes deux été nommées Graf Zeppelin, et étaient toutes deux super. Une grande coïncidence dans les noms pour des navires de type supposés différents. Les coques pressurisées des boats de modèles tardifs étaient des tubes parfaitement ronds en forme de cigare, auxquels on ajoutait les habituels réservoirs de ballast extérieur, les tours de contrôle, etc. Pour compléter les sous-marins, avec des hublots ajoutés à leur fond, les tubes nus auraient été des coques parfaites et prêtes à l'emploi pour des navires destinés à une mission sur Mars, comme l'avait déjà prévu von Braun. Avec la coque sous pression d'un U-boot comme point de départ, la coque n'aurait pas pu être utilisée. En se basant sur le P,2, von Braun a construit ses premiers prototypes, dont certains brûlaient de l'hélium dans l'espace, tandis que les prototypes antérieurs crachaient de la fumée noire de diesel lorsqu'il était à proximité de la Terre. En appliquant la conversion de la force gravitationnelle en force électromagnétique, la vieille coque de navire en fer rouillé vue par le marchand de légumes était apparemment l'un des premiers prototypes, converti à partir d'une coque de sous-marin, puis amené au Nouveau-Mexique avec le reste des projets allemands, et maintenant en danger à la base de Sandia, à la base de Manzano, à White Sands ou dans un autre site clandestin. Le super porte-avions, Graf Zeppelin, LZ-131, à coque en acier inoxydable, transportant des soucoupes volantes, aurait pu être un navire amiral à partir duquel Hitler et Dönitz auraient pu diriger le scénario d'impasse à la fin de la guerre. L'utilisation d'une coque en acier inoxydable, 3 mètres d'épaisseur, aurait pu avoir deux objectifs. 1. Éliminer le besoin de nervures intérieures et de ballast, le poids important de la coque et de tout l'équipement interne, y compris plusieurs soucoupes volantes, étant suffisant pour l'immerger dans l'océan. 2. Fournir un blindage suffisant contre les radiations en dehors de la ceinture de radiation de Van Allen. L'acier inoxydable aurait également pu éviter la résistance, les pertes par hystérésis et l'échauffement par inductance d'une coque en acier soumise à des courants haute fréquence et haute tension, alimentée par de grandes bobines de Tesla alimentées par un générateur hermétique à hélium et un système de batterie. Le LZ-131 était-il alimenté par des réacteurs à hélium, un trafic avec l'ennemi? Voilà la façon dont l'Allemagne aurait obtenu de l'hélium. On nous dit que l'hélium est un gaz inerte, mais les informations scientifiques disponibles montrent que par une simple décharge électrique à étincelle, l'hélium produit 760 kcal atomes. C'est l'équivalent calorique approximatif de 760 pains, produit à partir d'un gramme atome d'hélium soumis à une décharge Van de Graaff. Les documents disponibles montrent un réservoir d'hélium liquide globulaire, que les personnes mal informées appellent un tachyonateur de Thulé, une chambre de réaction et un générateur de Van de Graaff interconnectés. Dans une soucoupe volante allemande, un Van de Graaff aurait été un moyen excellent et simple de fournir les décharges à haute tension nécessaires à la production d'hélium, pour faire fonctionner les deux grandes bobines Tesla. Avec la production d'énergie à partir d'hélium par décharge électrique, l'utilisation d'éclateurs Trigatron prend une toute nouvelle signification. Les éclateurs, alimentés par de l'hélium, faussement décrit comme un gaz inerte utilisé pour isoler les éclateurs, auraient pu être le combustible pour la production d'électricité à haute tension. Le Graf Zeppelin était-il à l'origine équipé pour fonctionner alternativement comme cuirassé, sous-marin et super Zeppelin,
navire-mer en forme de cigare porte-avions vaisseau spatial interplanétaire. Selon Rudolf Husar, il s'est abordé près de Stettin, a été récupéré par les Russes et a coulé en route vers Leningrad. Selon l'histoire officielle, Hitler aurait mis au rebut l'énorme superporteur Graf Zeppelin avant qu'il ne soit achevé, pour se lancer dans la construction et le développement de sous-marins très ambitieux. Le même navire ou un navire remarquablement similaire au Graf Zeppelin était aperçu au large du détroit de Madagascar le 30 juin 1947. Une autre observation documentée du même navire, ou de son jumeau identique, a été observée en 1962, à Anton, en Virginie. L'histoire du sauvetage russe était-elle une couverture pour la vérité? Qu'en est-il de l'histoire probable, selon laquelle un énorme convoi de U-boats d'une portée de 49 000 km a quitté la Norvège en 1945? En 1945, alors que les Russes se rapprochaient du bunker de Berlin, la pilote d'essai de la soucoupe volante Anna Aretsch et le colonel Hans-Ulrich Rudel, qui avait effectué de nombreux vols vers le Feuerland, terre de feu, à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, ont piloté la soucoupe volante transportant Eva et Adolf Hitler vers la sécurité du Graf Zeppelin, d'où il pouvait diriger la bataille pendant l'impasse. C'est là que, du haut de son poste secret de commandement nazi, Hitler a formulé ses dernières exigences à l'égard des Alliés en tant que commandant de campagne, et exercé son chantage nucléaire sur l'Amérique. Après l'impasse, les Hitler sont rentrés en Allemagne sous la protection secrète des Alliés. Aujourd'hui, les bases allemandes de soucoupes volantes, comme l'énorme base souterraine construite au Groenland, sont probablement maintenues sous le contrôle conjoint de la trilatérale et des ex-nazis. La Deutsche Antarktische Expedition, 1938-1939, a établi la revendication de l'Allemagne sur une partie de l'Antarctique, revendication qui n'a pas été remise en cause depuis la guerre. Dans les derniers messages codés de Martin Bormann, il est fait référence à la tirade El Fugo, alias Feuerland, alors que les rênes du pouvoir sont transférées à l'amiral Dönitz, chancelier de la République, et que ses 24 sous-marins allemands encerclent les États-Unis, armés d'ICBM, transportant des ogives à neutrons et dotés de systèmes de guidage céleste. De cette position de force, Dönitz négocie avec les Alliés, dans une impasse. Les Russes envahissent l'Allemagne, mais l'Allemagne a ses missiles nucléaires pointés sur le sort de l'Amérique. Si l'Allemagne tire ses missiles, les Russes s'emparent de toute l'Allemagne, et tout est perdu pour les Allemands, qui auraient pu bombarder l'Amérique, mais n'auraient pas eu de maison où retourner. Dans ces circonstances, seule l'Amérique pouvait sauver la moitié de l'Allemagne, et un accord a donc été conclu. Certaines conditions sont stipulées, et Dönitz est tenu de s'aborder tous les boats avec tout le monde à bord, dans le cadre de l'accord d'amnistie. L'amnistie est garantie à certaines personnes, dont Eva et Adolf Hitler, qui reçoivent secrètement une maison confortable et sûre à Kassel, en Allemagne, pour le reste de leur vie, sous la protection de l'allié de la NATO. L'histoire selon laquelle l'amiral Karl Dönitz a pris le pouvoir après le suicide d'Hitler était fausse, puisque même les documents disponibles montrent que les pleins pouvoirs ont été transférés à Dönitz dès le début de l'opéra au Führerbänke, conçu pour gagner du temps pendant que Dönitz mettait en place le plan ultime d'Hitler pour l'impasse. Si l'histoire communément acceptée était vraie, Dönitz aurait pris le pouvoir le 30 avril 1945, avec la reddition inconditionnelle, signée par les généraux Jodl et Friedeburg, au quartier général Dick, le 7 mai 1945. Dönitz n'a été mis en détention que le 23 mai 1945. Son quartier général était à Eutin dans le Holstein, à moins de 80 km de Hambourg. En avril, ils avaient 120 navires, du nouveau type électro-U-boat, prêts au combat, dont un seul allait au combat. C'était un double discours. Aucun combat n'était nécessaire, en raison de l'impasse. Pendant ce temps, certains commandants nazis ont ouvert des lignes de communication avec les Alliés,
soi-disant pour poursuivre les négociations d'amnistie, en faisant croire qu'elles étaient menées sans le consentement d'Hitler, afin de contourner l'ultimatum préalable d'Eisenhower qui avait déjà interdit de telles négociations. Pas une seule fois au cours de ce grand opéra, Hitler n'a risqué d'être capturé, et comme vous le savez peut-être, l'opéra n'est pas terminé tant que la grosse dame, dans ce cas, Hitler ne chante pas. Dès que le pouvoir a été transféré à Dönitz et qu'une nouvelle hiérarchie a été mise en place, on a entendu Albert Speer s'exclamer « Nous avons maintenant un gouvernement d'opéra ». Une déclaration qui a confirmé son objectif pendant l'impasse à venir. La redoute alpine d'Hitler n'avait d'importance que dans la mesure où des travaux techniques de dernière minute y étaient effectués, concernant les opérations spéciales de soucoupe du général Otto Skorzeny, et les armes nucléaires utilisées dans les missiles. L'échec de l'expédition de plusieurs plans d'urgence secrets pour la défense de diverses régions du Reich, qui suivaient sous la direction d'un plan encore plus élevé, était exécuté sous le couvert d'autres plans de la dernière chance dont les Alliés étaient informés. Les Allemands ont intentionnellement effondré le front occidental pour attirer les Alliés en Allemagne, afin que les bombardements incendiaires cessent et que nous ne puissions pas les atomiser. En 1967, les Hitler ont été invités par le président Lyndon Johnson à être ses hôtes pendant Hémisphère, l'exposition universelle de San Antonio, au Texas. La tour principale de l'hémisphère a été conçue par un architecte qui avait été un membre haut placé des SS, le système de guidage céleste utilisé sur les fusées à armement nucléaire, prédécesseur de nos missiles Polaris, et similaire aux roquettes torpilles par le Ley, était du même type que celui trouvé par le général Patton dans une grotte de sel à Penmad. Patton a touché le plafond parce que ses supérieurs lui ont ordonné de détruire 200 de ces systèmes, avec lesquels il disait pouvoir retraverser les lignes alliées. Les militaires américains n'ont obtenu de tels systèmes que 20 ans plus tard. Patton a été envoyé à Penmad, sur la Baltique, pour récupérer des dossiers et s'assurer que les projets de soucoupe volante et de fusée étaient nettoyés avant l'arrivée des Russes, et que tout ce qui avait de la valeur était détruit. Patton a probablement été assassiné, comme l'ont suggéré plusieurs biographes, par les services de renseignement de l'armée. Cela avait probablement un rapport avec les soucoupes volantes et l'opération Paperclay. Bien qu'il ait été accusé à titre posthume d'avoir voulu être trop indulgent avec les Allemands après la guerre de Corée, Patton a été assassiné. L'armistice, il aurait été plus conforme à son tempérament de se plaindre de la collaboration de la CIA avec les durs à cuire nazis dans le cadre de l'opération Paperclay, et que Patton ait pu vouloir faire sauter la couverture sur cette opération, donc il l'ait tué. Sué, le valet de Patton, George, qui était marié à la femme de main, à Crockett, au Texas. Toutes les informations concernant le voyage de Patton à Penmad ont depuis été supprimées de toutes les histoires de guerre actuelles, pourtant elles étaient disponibles en 1957. En ce qui concerne la bombe à neutrons, lorsque les prisonniers de l'Africa Corps de Rommel ont été amenés à Roswell, au Nouveau-Mexique, ils portaient des cartes postales plutôt étranges, apparemment imprimées par les lithographes de campagne de Rommel, montrant la ville de New York détruite par un champignon atomique. Le commandant du camp, Dave Dunn, qui devint plus tard ingénieur à la Union Oil Company of California, dans leur bureau de Midland, au Texas, et qui prépara le SGS pour le président John F. Kennedy, en 1962. Les trouva humoristiques et m'en montra une qu'il avait gardée en souvenir. Le fait est, cependant, que la principale mission de Rommel dans le désert libyen était de tester la bombe à neutrons. Les cartes postales que portaient ces troupes étaient destinées à remonter le moral et superposaient la photolithographie du champignon atomique de la bombe qu'ils avaient réellement testée et photographiée. Sur une photolithographie de la ville de New York, dans un composite, les affirmations des membres du projet Manhattan, selon lesquelles ils ont construit la première bombe atome, à partir de plans allemands, étaient vraies. Après tout,
Einstein avait apporté les plans volés avec la ferme conviction qu'ils utiliseraient la bombe sur l'Allemagne. Comme les Alliés avaient déjà réussi à obtenir les plans allemands de la bombe, Werner Heisenberg s'est contenté d'éviter la bombe et a construit la bombe. La question n'était pas si, mais comment. Les Allemands ils fabriquaient leur bombe à neutrons. Le docteur Sam Cohen, inventeur de la bombe à neutrons américaine, fait remonter la production et la vente d'une mystérieuse substance appelée mercure rouge à la Russie. Le mercure rouge est un oxyde de mercure et d'antimoine, spécialement préparé par irradiation et pressé dans un gel pour augmenter sa densité afin de créer les conditions préalables nécessaires à une explosion neutronique. Une petite quantité de ce produit peut alors être utilisée comme déclencheur, allumeur nucléaire, pour faire exploser une petite quantité d'hydrogène lourd, produisant ainsi les neutrons mortels d'une bombe propre. En février 1992, le président russe Boris Eltsine a signé la directive numéro 75 RPS, autorisant Promecologia, une société russe dirigée par le conseiller écologique d'Eltsine, à fabriquer, acheter, stocker, transporter, livrer et vendre en roubles et en devises étrangères du mercure rouge, dans des quantités pouvant atteindre 10 tonnes par an. L'ordre a été annulé un an plus tard en raison des critiques émises en Russie sur l'exportation d'une telle matière première précieuse. Dans un documentaire diffusé au printemps 1994 sur la chaîne britannique Channel 4 British PBS, un chimiste nucléaire russe a confirmé qu'il travaillait avec du mercure rouge depuis 1965, qu'il était actuellement produit dans une usine de la ville d'Ekaterinburg, dans le centre de la Russie, et que des armes à fusion avaient été fabriquées en Russie à partir de ce produit. Monsieur Cohen estime que le mercure rouge représente l'une des plus grandes menaces pour les terroristes potentiels qui pourraient produire des bombes de base balles à partir de ce métal. Il a peut-être raison. Le 4 avril 1944, le sous-marin nazi U-859 a été coulé près de Penang, emplacement de l'une des 3 bases de sous-marins nazis en Extrême-Orient, par le sous-marin britannique Trenachant. Le sous-marin nazi transportait 33 tonnes de mercure au Japon. Les Japonais devaient peut-être traiter le mercure ou l'utiliser dans leur propre bombe à neutrons. Quant à savoir comment, les Soviétiques ont pu se retrouver avec la technologie du mercure rouge, une rumeur persistante veut qu'un sous-marin ait rencontré un navire de surface soviétique peu après la capitulation dans l'Atlantique Sud, à Mar del Plata, en Argentine, et ait échangé la technologie nazie, des bombes à neutrons contre la libération de prisonniers de guerre allemands en Russie. Si les Allemands ont effectivement testé une bombe à neutrons en Afrique du Nord, je parierais qu'elle a été produite avec du mercure rouge, puisque les Russes ont employé des métallurgistes et des chimistes nucléaires allemands dans leur programme nucléaire, et que ce sont eux qui ont produit la réserve de plutonium de l'Allemagne pour la Seconde Guerre mondiale, plus pur que tout ce qui a jamais été produit, si pur qu'il doit être dilué avant d'être utilisé. Même aujourd'hui, ce qui s'est passé à Los Alamos et Mescalero, au Nouveau-Mexique, à la fin des années 1930, a impliqué Wernher von Braun, chef de projet au Centre de développement et de production des vergers Soifan, dit Lera Penmad, ce qui incluait le projet de soucoupe volante commencé au Nouveau-Mexique. Tesla avait créé une remarquable turbine, ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'alternateur, et le TMT, tout destiné à être utilisé sur sa soucoupe volante. Il a essayé en vain d'intéresser le gouvernement à sa turbine, et à plusieurs autres inventions, potentiellement importantes pour la défense, mais le gouvernement a montré peu de confiance dans les capacités de Tesla, et a considéré qu'elles étaient trop éloignées pour fonctionner ou pour être utiles. En janvier 1914, juste avant l'entrée de l'Amérique dans la Première Guerre mondiale, après que le gouvernement n'ait montré aucun intérêt pour la turbine,
Tesla a obtenu un prêt de $5 000 de JP Morgan Jr. pour pouvoir terminer et expédier une turbine au ministère allemand de la Marine, le grand amiral Alfred von Tirpitz, puisqu'il avait déjà offert sans succès la turbine au gouvernement américain. Il n'avait aucune raison d'être loyal. Environ 20 ans plus tard, après avoir proposé sans succès son invention de la soucoupe volante aux gouvernements allemands, il a accepté de collaborer avec lui. La personne qui a le plus contribué à inciter Tesla à travailler avec les Allemands dans le cadre du projet P2 de Los Alamos, à part l'oncle Sam, était un ami personnel proche de Tesla, Georges Sylvestre Virek, qui était également un ami personnel proche d'Adolf Hitler, et qui a été condamné en 1942 pour ne pas s'être enregistré auprès du département d'État américain en tant qu'agent nazi. Virek a profité de la solitude de Tesla, de son traitement médiocre et du manque de respect du gouvernement américain, ainsi que du besoin de Tesla de voir son projet aboutir avant la fin de sa vie. Il a passé beaucoup de temps et de patience à cultiver la confiance de Tesla, permettant ainsi aux nazis de se retrouver avec sa technologie, avec la complicité du gouvernement. Par l'intermédiaire des fondations américaines qui étaient impliquées, Peter Van Dressé, qui travaillait également dans le domaine de la fusée dans les années 1930 au Nouveau-Mexique, est à l'origine de la constante de Van Dressé, une constante mathématique que Von Braun et d'autres ont utilisée pour calculer la trajectoire des fusées tirées sur l'Angleterre, et, envers, Van Dressé était amer et mécontent du fait que le Dr Robert Goddard avait non seulement obtenu tout le crédit pour ses recherches pionnières sur les fusées, mais avait également collaboré avec les nazis par le biais de son travail d'avant-guerre avec Von Braun, alors que lui, Van Dressé, avait effectué des recherches plus importantes, n'avait rien à voir avec les nazis et n'avait obtenu que très peu, voire aucun crédit. Selon Van Dressé, ces fusées fonctionnaient et celles de Goddard pétillaient, du moins au début des années 30. Van Dressé utilisait du combustible solide et Goddard du combustible liquide. Van Dressé a effectué ses recherches de manière indépendante, sur ses propres ressources, sans être soutenu par le gouvernement américain ou nazi. Et Van Dressé était un juif américain. Donc, Von Braun, Goddard et le FBI ont tout veillé à ce que Hitler amène P2 en toute sécurité en Allemagne. Puis ils nous l'ont échangé contre un sauf-conduit pour certains des criminels archi-socialistes qui ont conduit le peuple allemand sur le chemin de l'Holocauste et de l'épouvantable tribunal de Nuremberg qui a laissé une si vilaine tache sur la mémoire nationale allemande.